Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons donc réaliser un projet de data science de A à Z. Donc, nous allons donc nous orienter dans le secteur bancaire parce qu'il faut donc dire que de nos jours, les banques sont confrontées à un réel problème qui est donc le fait d'accorder un crédit à un client ou pas. Donc, parce que une banque doit donc accorder un crédit à une personne qui aura donc la possibilité de rembourser ce crédit-là. Donc, tout le monde va donc réaliser un projet de data science de A à Z, partant de la collecte des données jusqu'à l'implémentation du modèle et au déploiement du modèle. Il faut dire que dans cette vidéo-ci, je ne vais donc pas vous montrer comment déployer le modèle, mais on le fera plus tard. Déjà, moi, c'est Twinja David. Donc, moi, je suis dans un autodidacte, donc j'essaie de me former personnellement sur les domaines de la data science et également du MLOps parce que je suis en train de m'orienter vers le MLOps, tout ce qui est MLOps, tout ce qui est déploiement. Donc, aujourd'hui, on va donc travailler à partir de mon notebook sur ce projet-là. Donc, je vais donc pas te perdre assez de temps. On verra donc les différentes étapes que j'ai fait. Il faut dire que j'ai déjà écrit du code pour toi pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc, je vais donc juste t'expliquer ce que j'ai fait dans cette vidéo-ci. Alors, généralement, ton IDE pour travailler sur tes différents projets de data science, bon, moi j'utilisais Jupyter Notebook. Il y a d'autres les éditeurs tels que Google Colab. Donc, ici, je vais donc travailler avec Jupyter Notebook. La première des choses lorsque tu prends donc un projet de data science, c'est que tu vas donc essayer de voir l'emplacement de ton projet. Donc là, pour obtenir donc le répertoire de travail de mon projet, je vais donc utiliser la commande os.getcwd. Donc, ça me donne dans le répertoire de mon projet. Donc, voici dans le répertoire de mon projet. Ensuite, ce que je vais donc faire, c'est que vous allez donc importer les librairies nécessaires pour la réalisation de votre projet. Moi, je vais donc importer la librairie Pandas, qui est une librairie importante pour la manipulation des data frames. Je vais donc importer la librairie matplotlib.pipot ASPLT. ASPLT ici simplement parce que lorsque j'aurai besoin d'utiliser la librairie Matplotlib, il faut dire que Matplotlib ici va m'aider pour la visualisation de mes données. Donc, j'utilise donc as.plt tout simplement parce que je n'avais plus, lorsque je vais vouloir utiliser Matplotlib, je n'aurai plus besoin d'écrire Matplotlib, je vais simplement utiliser PLT. Ça va donc faire appel à cette librairie-ci. J'aurai également besoin de la librairie Seaborn pour la visualisation des données. Donc, ASANC, c'est toujours pour l'abréviation de Seaborn. J'aurai besoin de la librairie NumPy pour le calcul matriciel, donc tout ce qui est calcul. Donc, le reste des librairies, on va donc en parler au fur et à mesure. Donc, voilà donc déjà quelques librairies que j'ai donc importées, qui sont donc des librairies de base et très importantes si vous souhaitez donc travailler sur un projet de data science. Une fois que vous avez donc importé ces différentes librairies-ci, vous cliquez là dans cette cellule-ci et vous essayez donc de run votre projet. Donc, je vais donc essayer de run mon projet. Donc, une fois que j'ai donc run mon projet, je vais donc essayer de vérifier. OK. Maintenant, une fois donc que vous avez donc importé vos différentes librairies, ce qu'on va donc faire ensuite, c'est que nous allons donc importer, nous allons donc charger notre fichier CSV. Mon fichier CSV, il est déjà dans ma machine. Je vais donc vous laisser ce fichier CSV en description de la vidéo. Donc, je vais donc essayer d'importer dans mon fichier CSV. Pour importer dans votre fichier CSV, vous allez simplement stocker votre fichier, vos données dans une variable. Donc, dans mon cas, je l'ai donc stocké dans une variable que j'ai appelée DataFrameReady. J'utilise donc la fonction pandas.readCSV. .readCSV parce que mon fichier ici est au format CSV. Et je donne donc le chemin d'accès à mon fichier. Donc, là, j'aurai donc deux bases de données, à savoir une base de données d'entraînement ren.csv et une base de données test.csv. Ici, on va se concentrer uniquement sur la base de données d'entraînement. Donc, une fois que j'ai donc stocké mes données dans la variable DataFrameReady, je vais donc essayer de l'afficher ici. Donc, pour afficher dans le contenu de ma base de données, une fois que c'est donc fait, donc là, nous sommes donc à la deuxième cellule. Vous cliquez là et puis vous essayez donc de run. On va donc essayer de charger notre base de données. OK. Voici donc nos données qui ont donc été chargées ici. Voici nos données qui ont été chargées. Donc, une fois que vous avez donc chargé vos données, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va essayer donc de donner le rôle de chacune des colonnes parce que c'est très important. Lorsque vous voulez faire l'analyse de données de
une analyse de données, vous devez essayer de bien comprendre le rôle de chaque variable, de chaque feature. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par feature, parce qu'il y a les features, il y a la variable target. On verra ça à la suite de la vidéo. Donc, j'ai donc essayé pour toi de laisser donc ici la description, le rôle de chaque variable. Vous avez par exemple la variable load ID, ici qui va donc représenter le numéro de crédit. Vous avez la variable gender qui va donc représenter le sexe, qui est soit masculin, soit féminin. Vous avez la variable married qui dit si celui qui a le compte est marié ou pas, c'est non ou yes. Vous avez la variable dependent qui donne donc le nombre d'enfants de celui qui demande le crédit. Donc, vous avez dans la variable education qui ici qui dit donc si cette personne a fait des études ou pas. Vous avez dans la variable self-employed. Donc, comme j'ai donc dit, je vais donc vous envoyer ce code ici sur GitHub. Vous irez simplement en description de la vidéo. Je vais laisser donc cette ressource ici sur GitHub. Vous pourriez donc essayer d'explorer vous-même. Parce que si j'essaie donc de détailler chaque variable ici, la vidéo sera un peu plus longue. Donc, une fois donc que vous avez donc charger votre fichier CSV. Donc, après avoir chargé dans mon fichier CSV, vous voyez donc là, quand j'ai chargé mon fichier CSV, ça ne m'a affiché que les 10 premières lignes, à savoir les 5 premières lignes et les 5 dernières lignes. Donc, maintenant, pour charger, donc, qu'est-ce qu'il fait donc ensuite? Je vais donc essayer d'afficher dans les 10 premières lignes de ma data frame. Pour afficher donc, pour avoir donc un aperçu des premières lignes de votre data frame, vous allez simplement faire un prime de votre data frame ready.read et vous mettez 10. Donc, data frame.ready, n'oubliez pas que c'est ici que j'ai donc stocké ma data frame. Et maintenant, .read pour pouvoir afficher les premières lignes de ma data frame. Et moi, je vais donc qu'il m'affiche les 10 dernières lignes. Comme vous voyez là, il m'a affiché 9 partant de 0 à 9, ça fait donc 10 lignes. Donc voilà donc la commande que vous devez exécuter pour afficher les 10 premières lignes de votre data frame. Ensuite, une fois que j'ai donc affiché les 10 premières lignes de mon data frame, il sera donc important pour moi de voir donc tout le contenu de mon data frame, d'explorer vraiment tout le contenu parce que plus haut, il nous a affiché que les 10 premières lignes. Pour afficher donc tout le contenu, vous allez utiliser l'option, cette option de la fonction pandas. Donc c'est pour ça que vous avez vu, j'ai donc mis la pandas qui est pd.set option display.maxRow et je mets dans mon data frame.shape. J'affiche donc tous les éléments de ma data frame et je l'appelle donc ici. Donc, vous allez donc voir que quand j'exécute dans cette cellule-ci, vous verrez donc que je donne tous les éléments de ma data frame. Vous voyez là, donc, j'ai l'indice 0. On va donc explorer ensemble. Donc là, j'ai donc, voici ça, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça va aller. Donc, c'est ça ici. Voilà donc tout le contenu de ma data frame. Voilà tout le contenu de ma data frame. Donc, voilà donc la fonction qui va vous permettre d'explorer tout le contenu d'une data frame. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de retenir le code par cœur, mais je vous conseille de retenir la méthodologie, les différentes étapes. Donc, en programmation, on n'a pas besoin de retenir le code par cœur. Donc, voilà donc tout le contenu de ma data frame. Donc, généralement, après avoir affiché dans le contenu de ma data frame, ce que moi je conseille généralement, c'est donc d'avoir deux bases de données, donc de faire une copie de votre base de données. Cela va donc vous permettre d'avoir une base de données, une originale et une base de données nettoyée, parce qu'il faut dire qu'on va donc nettoyer notre base de données. Pour avoir donc une copie de votre base de données, je vais donc créer une variable ici que je vais appeler dfreadyCopy. Je vais donc stocker, je vais donc faire une copie de ma base de données, parce qu'il faut dire que ma data frame, c'est data frame ready. Donc, je fais donc pour une copie pour essayer de copier ma data frame. Je vais donc stocker ça dans la variable data frame ready copy. C'est quand j'affiche dans le contenu ici. Donc, j'ai donc déjà copié le contenu de ma base de données. Une fois donc que vous avez donc fait la copie de votre base de données, maintenant, il faut donc afficher les informations générales sur notre data frame. Pour afficher donc les informations générales sur une data frame, vous allez simplement mettre le nom de votre data frame. Donc, dans notre cas, le nom de notre data frame, c'est dataframeready.info. .info pour afficher donc le contenu, les informations générales. Ici, notre data frame compte 614 lignes qu'on appelle encore des observations et 13 colonnes. Donc, si vous ne connaissez pas ce qu'on entend par observation, j'essaie de vous montrer. Voici ce qu'on entend par observation. Une ligne comme ça, c'est une observation. Donc, chaque ligne ici représente une observation. Et voici ce qu'on appelle les colonnes ici. Voici les colonnes, colonne, colonne, colonne. Donc, l'ordre ID, c'est une colonne, gender, c'est une colonne. Market, c'est une colonne, dependent, c'est une colonne, education, c'est une colonne, self-employed, c'est une colonne, application, c'est une colonne. Donc, et c'est toutes les lignes que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle dans des observations. Donc, je vais donc afficher les informations générales sur ma data frame. C'est pour ça que vous voyez, je mets dans dataframe ready.info.
Ici, j'ai donc, comme je l'ai dit, maintenant le load ID, on va donc voir le type de chaque colonne de notre data frame. Ici, on a donc les colonnes. Ici, on a donc le type de données. Ici, on voit donc que load ID, ça comporte 614 observations et c'est de type objet. Gender compte 601 observations et c'est de type objet. Déjà, on voit ici qu'on a des valeurs manquantes au niveau de gender parce que notre data frame a normalement 614 observations. Donc, au niveau du gender, on devait également avoir 614. Mais on se rend donc compte qu'on a une valeur qui est inférieure à 614. Ça veut dire qu'on a donc des valeurs manquantes à ce niveau, qui est donc de type objet. On a Maret qui est 611. On a également une valeur manquante qui est de type objet. Ce que vous devez aussi également retenir déjà ici, c'est que quand vous avez donc une observation, un objet, une colonne qui est de type objet, sachez donc que c'est une variable de type catégoriel. Et lorsque vous avez donc une variable, une colonne qui est de type soit int ou float, c'est une variable de type numérique. Donc, faites déjà donc ces différences-là parce que c'est très important pour la suite, la différence entre une variable catégorielle et une variable numérique. Donc, ici, vous avez donc ready historique qui est 564, ici qui est donc de type float 64, donc c'est une variable numérique. Donc ici, c'est normal que Redis 6564 ait beaucoup de valeurs manquantes. On va essayer de voir après le nombre total de valeurs manquantes pour chaque colonne. Donc ici, c'est normal parce que il y a des gens qui viennent parfois à la banque et qui n'ont pas d'historique de compte. Donc, ils viennent des nouvelles banques qui n'ont pas d'historique de compte. Donc, c'est tout à fait normal. Ici, on a donc la variable leur statut qui est dans 614, qui est dans le type objet. Comme je vous ai dit, ici, la variable leur statut sera dans notre variable target. Notre variable target, ça sera notre variable de sortie qui dit si on pourra donc accorder un crédit à ce client ou pas. Donc, une fois que vous avez donc affiché les informations générales sur votre data frame, on va donc essayer de vérifier donc les valeurs manquantes de notre data frame. Pour donc vérifier les valeurs manquantes, vous allez simplement récupérer votre data frame ready, .isNull, .sum, et vous essayez donc de classer par ordre décroissant. Donc, c'est pour ça que je dis donc dataframe.isNull, .sum. Donc, c'est cette syntaxe qui va donc me permettre de voir toutes les valeurs manquantes de mon data frame. Désolé, j'avais un call là en cours. Donc, j'affiche donc mes différentes valeurs manquantes. Ici, on voit donc que crédit historique a 50 valeurs manquantes, serve employé a 32 valeurs manquantes, log amount a 22 valeurs manquantes. Donc, ici, on va essayer de voir donc comment gérer ces différentes valeurs manquantes. Il faut dire que ces données ont même déjà été nettoyées, mais quand vous irez en entreprise et dans la vraie vie, vous aurez des données qui auront vraiment des valeurs manquantes dans la vraie vie en entreprise. Donc là, on a donc juste quelques valeurs manquantes. Ce qu'on va donc faire ensuite, c'est que on va essayer donc de vérifier s'il y a les doublons dans notre base de données. Les doublons, c'est voir s'il y a donc des lignes qui se répètent. Donc ici, pour vérifier donc les doublons dans notre base de données, vous allez simplement utiliser la syntaxe .duplicate. Donc, je vais donc prendre ma data frame et je mets donc .duplicate. .duplicate me permet de savoir donc si exact s'il y a donc des doublons dans ma base de données. Je constate donc là que c'est à false. Donc, c'est comme si c'était un objet de type booléen. Donc, c'est à false partout, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur manquante. Le nombre de doublons dans ma data frame est donc de 0. Une fois donc vous avez donc vu que votre data frame n'a pas de doublons, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va essayer d'afficher la taille de notre base de données. Pour afficher la taille de votre base de données, vous allez utiliser la fonction .shape. On l'a même déjà fait plus haut. On va donc la dimension de notre data frame compte 614 observations et 13 colonnes. Donc, essayons donc de passer directement aux statistiques descriptives pour les variables numériques. Pour afficher donc les statistiques descriptives pour les variables numériques, c'est qu'on va donc on va utiliser la fonction describe. Donc, je récupère donc le nom de ma data frame qui est donc data frame ready et j'utilise donc .describe. Ça me permet donc d'afficher les statistiques descriptives. Ici, vous voyez donc que le application, là, on est uniquement pour les variables numériques. Comme je vous ai dit, la différence entre les variables numériques et les variables objets catégories, c'est que les variables catégories sont de type objet, alors que les variables numériques sont de type soit int, soit float. Donc, ici, pour les variables descriptives sur les variables numériques, on va utiliser la syntaxe .describe. Ici, on constate donc que le application icon il compte 614 lignes, le co-application icon compte 614 lignes, le long amount compte 592 lignes, ça veut dire que là, il y a déjà des valeurs manquantes, ce n'est plus bon. Ici, le long amount, ici, on a des valeurs manquantes. Le main ici, c'est pour donner la médiane. On va donc la médiane du salaire de celui qui demande le crédit, c'est 514, c'est 54,03. Il faut dire ici que c'est 1 million de dollars. Donc,
Ici, vous pouvez donc afficher la moyenne, les cas types, le minimum et le maximum. Donc ici, on va voir s'il y a des outliers. Les outliers, ce sont donc des valeurs qui sont donc à l'extrême des valeurs que l'on attend. Quand je prends par exemple le minimum du salaire de celui qui demande du applicant e-com, c'est 150 000 dollars. Ici, son salaire maximum, c'est 81 000 dollars. Si, pour savoir s'il y avait donc des outliers, si par exemple ici au minimum j'avais une valeur négative ou bien au maximum j'avais une valeur négative, alors ça devait être des valeurs qui ne sont pas bonnes. On devait donc parler des outliers. Ou bien si c'est que le maximum était par exemple inférieur au minimum, il devait donc avoir un problème. Donc vous essayez donc de faire l'analyse descriptive de vos différentes variables numériques. Du moins, je vous ferai donc une vidéo sur les statistiques pour la data science. Ensuite, je vous fais donc la même chose pour les statistiques descriptives pour vos variables catégorielles. Donc ici, vous utilisez simplement la syntaxe. Vous prenez donc votre data frame, vous faites point describe et vous mettez include égale 0. Ici, vous mettez donc include égale 0. On verra donc au niveau du load ID, parce que là, ce ne sont que des variables catégorielles. Au niveau du load ID, on a donc 614, on n'a pas de valeur manquante. Au niveau du gender, on a 601, on a des valeurs manquantes. Au niveau de Maret, on a 611, on a donc des valeurs manquantes. Au niveau du gender, on a deux valeurs, soit male, soit femelle. Au niveau du Maret, on a deux valeurs, soit yes ou non. Au niveau de dependent, on a quatre valeurs pour d'ici là un enfant, deux enfants, trois ou quatre enfants. Au niveau de l'éducation, on a deux valeurs, à savoir il est graduated ou non graduated, donc il a fait des études ou pas. Donc vous essayez donc d'analyser vos différentes, vous faites donc vos statistiques descriptives. Maintenant, on va donc essayer de faire donc les statistiques descriptives sur les variables catégorielles et numériques en même temps. On va donc ressortir un tableau parce que plus haut, on a fait les stats descriptives uniquement sur les variables numériques. Donc, maintenant, nous allons donc faire les stats descriptives sur toute notre data frame. Vous allez simplement utiliser la commande dataframe.describe et vous mettez include égale à all. Donc là, ça me donne donc les stats descriptives sur toute ma data frame. Comme vous voyez là, on a donc le nombre de valeurs. Car on devait dire sur le nombre de valeurs. Au niveau du load ID, on a 614 valeurs. Au niveau du gender, on a 601 valeurs. Au niveau de Maret, on a 611 valeurs. Donc ici, au niveau de Maret, on voit donc qu'on a les valeurs manquantes. Pourquoi je dis qu'on a les valeurs manquantes? Parce que normalement, on devait avoir, on a 614 observations. On devait aussi avoir 614 ici. Donc on a donc des valeurs manquantes. Ici, vous avez donc la fréquence, vous avez donc la moyenne, vous avez donc les cas types, vous avez le minimum, vous avez le maximum. Donc, vous allez donc essayer de faire cette analyse ici. Donc, une fois que c'est donc fait, on essaie donc de vérifier les valeurs manquantes. Oui, on a déjà vérifié nos valeurs manquantes plus haut. Je vais donc essayer de supprimer cette ligne-ci parce qu'on l'a déjà vérifié plus haut. Je peux la mettre en commentaire comme je peux laisser. Bon, c'est une duplication de code. Donc, maintenant, ce qu'on va donc faire, on va essayer de voir donc comment supprimer les valeurs manquantes. Donc, ce que je vous recommande ici, c'est que pour supprimer donc les valeurs manquantes, parce que lorsque vous avez les valeurs manquantes, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Si, comme là, par exemple, vous constatez qu'au niveau du dependent, on a 15 valeurs manquantes, mais dans notre data frame, on a 614 observations. Vous voyez que ces 614 observations, on n'a que 15 valeurs qui sont manquantes, donc ce n'est pas trop beaucoup. Donc, je vous conseille donc de remplacer, de ne pas supprimer cette colonne en fait. Or, si par exemple, on a 614 observations et que vous trouvez par exemple 500 valeurs manquantes, je vous conseille donc de supprimer la colonne dependent pour que ça ne puisse pas avoir un impact sur votre modèle que vous auriez à développer à la fin. Donc ici, dependent n'a que 15 valeurs manquantes, donc c'est négligeable comparé au nombre d'observations qu'on a. Sauf employé à 32 valeurs manquantes, c'est négligeable comparé aux observations qu'on a. Donc, ce qu'on va donc faire ici présentement, c'est que on ne va donc pas supprimer les valeurs manquantes. Donc, pour les variables catégorielles, on va donc essayer de les remplacer par le mode, donc la colonne qui se répète le plus. Par exemple, sur gender, on a male et femelle. Si je constate donc au niveau du gender, c'est le male qui se répète le plus. Donc, toutes les colonnes ou toutes les valeurs manquantes au niveau de la colonne gender, je vais donc les remplacer par male. Et pour les variables numériques, on va donc essayer de les remplacer par la médiane ou par la moyenne. Donc, ce sont des concepts statistiques. Donc, c'est une méthode que j'essaie d'utiliser. Il y en a plusieurs méthodes dont je reprends. Dans mon cas précis de cet exercice, pour les variables catégorielles, je vais les remplacer par le mode. Pour les variables numériques, je vais donc les remplacer par la médiane ou par la moyenne. Donc, les valeurs manquantes ici, elles sont donc très nombreuses. On va donc utiliser la fonction groupe NA, la fonction groupe NA pour supprimer dans les colonnes ou les lignes.
Donc, si elles sont très nombreuses, il faut donc préciser. Donc, je vous ferai donc un cours sur les statistiques donc qu'on utilise en data science. Donc, je vais donc d'abord essayer d'afficher toutes les colonnes de mon data frame. Donc voilà toutes les différentes colonnes de mon data frame. Lloyd Addition de Marek, Dependent Education, Self-Employed Applicant, Icon, Cone Applicant, Icon, Loan Amount, Item, Crédit historique. Donc voilà dans les différentes colonnes. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc essayer de renseigner donc les valeurs manquantes. Mais avant de le faire, je vais donc essayer de diviser ma base de données en deux. Donc, une va donc contenir mes variables numériques et l'autre va donc contenir mes variables catégories. Donc, tous les variables qui sont de type numérique, je vais donc les stocker dans variables numériques et tous les variables qui sont de type catégorie, je vais donc les stocker dans variables catégories. Donc, au niveau de variables numériques, on a donc applicon icon ou applicon icon loan amount. Je vous ai donné à montrer comment voir qu'une variable était numérique. Vous regardez dans le type. Vous tapez, vous prenez dans le nom de votre data frame, vous mettez info. Si ça vous donne dans un objet de type int ou float, ça veut dire que c'est des types numériques. Et si ça vous donne dans un objet de type objet, ça veut dire que c'est un objet de type catégorie. Donc, une fois que c'est donc fait, on va donc essayer de supprimer les valeurs manquantes de côté variable catégorie. Donc, pour supprimer les valeurs manquantes de côté variable catégorie, comme je vous ai dit, je vais donc remplacer les valeurs manquantes par le mode. Ce que vous faites donc, c'est que vous prenez donc data frame, vous essayez de charger la colonne gender. Quand je mets ici data frame, je charge dans la colonne gender, j'utilise dans la fonction fillNA. Donc, à quoi sert la méthode fillNA ici permet donc de remplir les valeurs manquantes. Je récupère donc mon data frame, je charge donc la colonne gender, j'utilise donc le mode et je prends le premier élément. Maintenant, le inplace égale à true, si ça veut simplement dire que je vais donc faire un remplacement dans la mémoire de la base de données directement. Car si vous ne mettez pas inplace égale à true, donc ça ne remplacera pas cela dans la mémoire de la base de données. Vous aurez juste, dans votre notebook, vous verrez donc que vous n'avez plus de valeur manquante, mais ça n'aura pas remplacé cela en mémoire de la base de données. Pour que ça puisse donc remplacer cela en mémoire de la base de données, vous devez utiliser inplace égale à true. Donc, là maintenant, pourquoi je mets donc mode ici égal à 0? Je mets ici mode égal à 0 parce que je peux avoir deux modes. Donc, je prends donc le premier élément. Je vais donc faire un test. Vous allez donc essayer de voir. J'ai donc préparé un test là pour vous. Donc, je vais donc vous montrer pourquoi j'ai donc pris l'indice de mode égal à 0. Donc, quand vous copiez, donc si je copie dans ça, si je copie dans ça, on va essayer de voir ensemble. Si je copie data frame gender.mode, je vais donc essayer de copier ça. Essayer de copier ça et créer donc une nouvelle cellule. Et ça ici. Je vais essayer donc, voilà, essayer donc d'exécuter cette cellule-ci. Alors, vous voyez donc quoi? Ici, on a 1000. Ça veut dire que la valeur qui se répète le plus dans la colonne gender, c'est le 1000. Ça veut dire que toutes les valeurs, toutes les observations de mon data frame au niveau de la colonne gender qui ne sont pas renseignées, je vais les remplacer par le 1000. Je vais également prendre un autre exemple. Ici, je vais également aller dans la colonne self-employed qui est aussi une variable catégorielle. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon data frame. Je charge la colonne self-employed. J'utilise la fonction fillNA. Comme je vous ai donc dit, la fonction fillNA ici, c'est une fonction arithmétique qui vous permet donc de remplir les valeurs manquantes. Je récupère donc mon data frame, je charge la colonne fillNA, je remplace par le mot. Donc, on va essayer de voir donc la colonne qui se répète le plus au niveau de self-employed ID. On va donc essayer de copier ceci comme cela. Je vais donc essayer de créer une nouvelle cellule pour ça. Pour créer une nouvelle cellule, vous vous placez dans la cellule précédente et vous cliquez là sur le plus. Donc, ça crée donc. J'essaie donc d'afficher cela. Donc, j'exécute. Voilà. On voit donc ici la colonne qui se répète le plus au niveau de self-employed.mode, c'est la colonne no. Ça veut dire que dans ma colonne self-employed, toutes les valeurs manquantes de mes observations qui ne sont pas renseignées seront remplacées par no. Donc, c'est une méthode donc pour gérer les valeurs manquantes. Je vais également prendre ici au niveau de crédit historique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier là. Donc là, je suis en train de vous montrer comment gérer vos valeurs manquantes pour les valeurs côté catégorique. Donc, je vais donc essayer de scroller. Je vais donc créer une nouvelle cellule ici, là. Qu'est-ce que je vais donc faire? J'essaie d'exécuter pour voir la colonne qui se répète le plus. On voit donc que c'est donc data frame, crédit, voilà, c'est no. Donc, le crédit n'est donc pas, non donc pas une historique de crédit.
Donc, voilà donc ce que vous pouvez donc faire pour gérer donc vos variables catégorielles. Donc, comme on l'a donc dit, vous remplacez donc toutes les valeurs manquantes par le mode. Ça, c'est pour gérer côté catégoriel. Une fois que cela est donc fait, je vais donc essayer de voir les valeurs manquantes. Je vais donc remplacer les valeurs manquantes au niveau côté valeur numérique. Dans mon cas, je peux donc les remplacer soit par la moyenne, soit par la médiane. Dans mon cas ici, je vais donc les remplacer par la médiane. Qu'est-ce que je vais donc faire? On a vu qu'au niveau de loan amount, on avait des valeurs manquantes et au niveau de loan amount thème, on avait des valeurs manquantes. Je vais donc récupérer mon data frame qui est data frame ready. Je charge dans la colonne loan amount, point final pour dire que je vais donc remplacer la valeur manquante. Et je vais donc remplacer la valeur manquante de mon data frame dans la colonne loan amount par la médiane. Donc, j'utilise donc point médiane et je mets donc place égale à true. On a déjà expliqué cela précédemment. Je fais la même chose pour la colonne loan amount. Donc, une fois que c'est donc fait, j'essaie donc de vérifier si je n'ai plus de valeur manquante. Donc, vérifions donc si on a encore les valeurs manquantes. Pour vérifier donc si vous avez encore les valeurs manquantes, vous prenez juste le nom de votre data frame qui est data frame ready.isNull et point vous sommez donc. On vérifie donc tous ceux qui sont donc nul et on somme. Donc, une fois que c'est fait, vous exécutez. Donc là, on constate que j'ai encore des valeurs manquantes. Oui, j'ai des valeurs manquantes parce que je n'ai pas exécuté la colonne qui me permet de remplacer les valeurs manquantes au niveau des variables catégorielles. C'est ça ici. Je vais donc essayer d'exécuter cette cellule-ci. J'essaie donc d'exécuter cette cellule. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc revenir plus bas là, essayer de vérifier si j'ai encore des valeurs manquantes. Voilà. On constate donc là qu'on n'a plus de valeurs manquantes. Maintenant, on a encore des valeurs manquantes pour le loan amount, pour les valeurs numériques. Donc, je vais donc revenir là. Je vais encore exécuter là celui-ci. Donc, je réexécute celui-ci. Je vais donc redescendre là. Je vérifie si je n'ai plus de valeurs manquantes. OK, on constate donc là qu'on n'a plus de valeurs manquantes parce qu'on a déjà donc remplacé nos différentes valeurs manquantes. Je vais vous montrer comment gérer vos valeurs manquantes. Donc, ce qu'on va donc faire ici, on va donc passer à l'analyse univariée, c'est-à-dire variable par variable. Je vous ai fait une vidéo sur les différentes analyses que vous pouvez en voir en data science. On a donc au niveau de vos features, on a l'analyse univariée, l'analyse variée, bivariée et l'analyse multivariée. Donc, passons donc à l'analyse univariée. Donc, ici, on va donc prendre variable par variable pour les utiliser. On aura ici une variable target qui est dans notre variable sortie. C'est donc notre variable target, c'est la variable qui dit si le crédit est accordé ou pas. Donc, ici, notre variable target sera dans la variable load statut. Je vous montre rapidement. Donc, voici donc nos différentes variables ici. Les variables, c'est encore les colonnes. Comme je vous ai dit, c'est ça qu'on appelle les variables. Et ça, ce sont donc des observations. Notre variable de sortie ici, c'est la variable target load statut qui dit donc si le crédit a été accordé ou pas. Je vais remonter là pour que vous puissiez mieux voir. Donc, c'est ça ici. Voilà, c'est la variable. Voici notre variable de sortie ici qui est donc la variable load statut qui dit donc si le crédit a été accordé ou pas. Donc, leur statut, c'est yes ou non. Yes pour dire que le crédit a été accordé et non pour dire que le crédit n'a pas été accordé. Donc, une fois donc que vous avez donc fait cela, on va donc redescendre là. Donc, redescendons bas. Donc, ici maintenant, on est au niveau de l'analyse univariée. Donc, on va donc essayer de faire d'abord l'analyse univariée de notre variable target parce que il faut d'abord qu'on essaie de voir dans le nombre de crédits qui ont été accordés et le nombre de crédits qui n'ont pas été accordés. Donc, ici, pour faire l'analyse univariée de notre variable target, je vais d'abord compter le nombre de crédits qui ont été accordés et le nombre de crédits qui n'ont pas été accordés. Donc, je récupère donc ma data frame, je charge dans la colonne load statut et je fais point value scan. Donc, point value scan me permet de compter le nombre de valeurs. Donc, ce qu'on aura ici, c'est qu'on a donc 422 crédits qui ont été accordés et 192 autres crédits qui n'ont pas été accordés. Donc, voilà déjà une idée de ma variable target qui est ma variable de sortie. On va donc essayer d'étudier notre variable target de près. On voit donc cela en pourcentage. Pour voir donc cela en pourcentage, vous prenez donc votre data from ready, vous chargez dans la colonne load statut, point value count et vous mettez donc normal as égale à true, vous multipliez par 100 pour trouver les valeurs en pourcentage. On voit donc ici que
Le pourcentage de ceux dont le crédit a été accordé, c'est 68,72%. Et le pourcentage de ceux que le crédit n'a donc pas été accordé, c'est 31,27%. Donc, voilà donc cette analyse univariée. On va donc essayer maintenant de visualiser cela, notre variable target. Donc, essayons donc un peu de visualiser notre variable target pour pouvoir faire l'analyse univariée aux autres variables, surtout pour les variables catégorielles. Donc, on va essayer de sortir donc un graphique ici en utilisant les plots. Donc, je prends donc ma variable, mon data frame crédit, load statut, point value count. J'essaie donc de compter normal égal à 3 point plot, point bar. Vous n'avez pas besoin de retenir ce code ici. Je vous laisserai dans la description le lien de ce code ici. Je vous laisserai dans le lien de mon GitHub. Vous pouvez donc aller voir le code là-bas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc qu'au niveau de notre diagramme, leur statut, les crédits, ici c'est le diagramme pour les crédits accordés ou pas. On voit donc que les crédits, on a plus accordé de crédits aux gens que de retirer. Parce que vous voyez là, les crédits accordés, voilà, tout la barre est jusqu'ici et voilà les crédits non accordés. On peut également faire l'analyse univariée pour le sexe pour essayer de voir. Donc, on charge le crédit, on charge la variable, la colonne gender et on essaie de compter. Ici, on voit donc qu'on a 502 personnes, 502 hommes et 112 femmes. Si on avait par exemple 1000 avec M minuscule, bon, on devait également compter et renvoyer, bon, s'il est sensible à la casse. Bon, là, c'est pas un problème. Donc, j'essaie donc de faire donc de regarder en pourcentage l'analyse de la colonne gender. Ici, on constate donc, vous allez donc charger la colonne gender depuis votre data frame. Vous faites donc un point value égal à count ou normal égal à true multiplié par 100 pour trouver un pourcentage. On voit donc ici que le pourcentage des gens de sexe féminin, c'est 81, masculin, c'est 81,75 et ce féminin, c'est 18,27. Donc voilà donc un peu à quoi ressemble l'analyse univariée de notre problème. Donc vous devez donc essayer de faire donc pour chaque variable. Comme je vous ai dit, l'analyse univariée consiste à faire l'analyse pour chaque variable. Comme je vous ai dit là, on a 13 colonnes. Pour chaque colonne, les futures, on a donc 13 colonnes. Vous essayez donc de faire l'analyse univariée pour chaque colonne. Donc, je vous ressortez donc un diagramme. Ici, on va essayer donc de faire un diagramme une analyse univariée pour les sexes. Ici, qu'est-ce qu'on fait donc? Vous faites la même chose. On voit donc qu'il y a plus d'hommes qui sont dans notre data frame que de femmes. On va également faire l'analyse univariée pour le nombre d'enfants. Ici, on voit donc qu'on a 58,63% qui ont 0 enfant, 16,61% qui ont un enfant, 16,44% qui ont 2 enfants et 8,30% qui ont 3 enfants et plus. Donc, faites donc l'analyse univariée pour chaque variable de votre data frame, c'est très important. Cela va vous permettre de faire vraiment des analyses un peu plus poussées. Donc, vous essayez donc de faire l'analyse univariée. Je pense qu'on va arrêter comme ça pour aujourd'hui et je vais donc essayer de faire une prochaine vidéo dans laquelle on va donc continuer avec l'analyse univariée de notre data frame et on passera directement à l'analyse bivariée. L'analyse bivariée, c'est l'analyse entre deux variables. On va essayer de prendre par exemple la variable gender et notre variable cible qui est la variable leur statut qui est encore notre variable target. Donc, c'était donc David de Twinge en tant que. N'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer dans la prochaine vidéo sur l'analyse bivariée avec l'analyse bivariée. Donc, on se prend dans une prochaine vidéo. Bye.